Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Colère des étudiants de l'UVS et ceux du BTS de Bignona. Ces derniers étaient ce jeudi dans la rue pour condamner la mort de Mohamedou Fallou Sène, tué ce mardi à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les viols prennent des proportions inquiétantes à Dakar d'après une enquête menée par le Centre de guidance infantile familiale. Les victimes sont la plupart des jeunes filles âgées entre 6 et 14 ans. La 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine aura lieu les 19, 20 et 21 mai 2018. À cette occasion, 175 jeunes du diocèse de Ziguinchor seront à Dakar pour cette marche. La rubrique culture, l'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. En soutien à leurs camarades de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants de l'UVS de Bignona et leurs camarades du BTS ont organisé ce jeudi une marche. Ils ont dénoncé à travers celle-ci les circonstances qui ont conduit à la mort de Fallou Sène. C'est un reportage de Lamine Badiane. À l'instar de leurs camarades des autres universités du pays, les étudiants de l'UVS de Bignona ne sont pas restés insensibles à la mort de Fallou Sène. Pour montrer leur indignation, ils ont battu le macadam ce jeudi dans les rues de la capitale du Fogny et ont exprimé leur mécontentement devant le préfet. Marie Astou Diédiou, présidente du bureau de l'UVS de Bignona. Nous avons jugé nécessaire de faire la marche jusqu'ici pour lui dire notre mécontentement et notre regret de la disparition de Fallou Sène. Depuis l'incident de Bachirou Faye, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, il y a des policiers dans des universités. Et c'est le cas qui s'est passé avant-hier aussi. C'est pour cela que j'ai posé cette question. Est-ce que l'université est un temple de savoir ou bien un champ de bataille? Les étudiants ne veulent plus de morts dans leur rang dans les conditions comme celle qui a conduit à la mort de Fallou Sène. Ils exigent par la même occasion le paiement à temps de leur bourse pour éviter de pareilles situations. La théorie des étudiants, on en a assez vu, on en a assez entendu. Je dirais même que ce n'est pas une théorie, mais c'est un massacre. Nous réclamons qu'on nous paye nos bourses à temps vers le 5, comme ça c'est bien. Mais de rester jusqu'au 15, 16, jusqu'à présent il y a d'autres qui n'ont pas encore reçu. C'est très difficile. Mais ceux qui sont à l'ICAT par exemple, tu dois payer 450 par journée. 55, 550, 75 ou bien 300 plus 75 du petit déjeuner. Ça, si tu l'as pas, tu ne pourras pas manger et personne ne peut t'aider. Donc là, c'est très difficile pour des étudiants qui sont dans les amphis comme par exemple Dakar, Assantec et IGB. Donc sincèrement, c'est difficile pour un étudiant. Le préfet de Bignona a regretté l'incident qui a conduit à la mort de Fallou Sène et a réaffirmé la volonté de l'État de mettre les étudiants dans les meilleures conditions. Babacar Ndiaye. L'intention de l'État et des autorités ne saurait être de nuire aux étudiants. Cela ne peut pas être le cas. Toutefois, il peut arriver des moments de tension qui peuvent parfois déboucher sur des situations que nous connaissons. Mais je voudrais vous rassurer quant à la disponibilité de l'administration qui est toujours et qui restera à votre écoute pour prendre en charge vos préoccupations. Après cette marche pacifique encadrée par les forces de sécurité, les étudiants espèrent que plus jamais cela ne se reproduira au Sénégal. Le poète Sédar Goudiaby, ancien de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ne reconnaît pas ce temple du savoir après les incidents qui ont coûté la vie à un étudiant. L'auteur de Un terroir et des mots invite l'État à sévir pour qu'on ne tue plus. Pour 150 francs, je vous propose de l'écouter au micro de Lamine Badiane. En fait, je ne reconnais pas seulement l'université Gaston Berger, mais je ne reconnais pas aussi toute l'université sénégalaise. C'est l'université qui est gangrénée par ce mal-là, qui ne devait pas être un mal au fond. Quand je me rends compte qu'on peut tuer un étudiant pour 150 francs, vous vous rendez compte comment ça se... Hein? C'est très difficile, quoi. Et ce n'est pas seulement à Saint-Louis, c'est à Dakar, c'est à Thiès, c'est partout, c'est à Ziguinchor. Des gens meurent comme ça et ce n'est pas normal. Et là, j'interpelle l'État. Et ce n'est pas normal qu'un État soit comme ça, calme,
par rapport à ces genres d'exactions-là, on doit sévir. Quand quelqu'un ôte la vie, mais ce quelqu'un-là doit mériter une sanction. Et l'on se rend compte, au fond, que quand on dit qu'on va faire une autopsie, que l'enquête va... Mais on ne peut pas avoir une enquête qui perdure. L'autre jeune étudiant de Diourbel qui était mort avant, Bassirou Faye, on peine à situer carrément les responsabilités, même s'il y a quelqu'un qui est déjà en prison. Mais qu'on nous dise au fond, l'autre policier qui a giflé le jeune de Ziguinchor, où est-ce qu'il est? Donc c'est un agrégat de problèmes qui font que l'université aujourd'hui est une université malade. Et mon université Gaston Berger est terriblement malade. Les viols prennent de l'ampleur à Dakar. Les victimes sont pour la plupart de jeunes filles âgées entre 6 et 14 ans, selon une enquête du Centre de guidance infantile familiale. Les violeurs sont souvent des parents proches ou voisins, ce qui favorise des règlements à l'amiable. C'est un reportage de Mamadou Fall. Les agressions sexuelles contre les filles, pour ne pas dire viol, prennent de plus en plus de l'ampleur dans les familles à Dakar. Ces actes ignobles font tout de même l'objet d'un règlement à l'amiable. Ndeye Sokhna Ndiaye Maron est chargée d'accompagnement psychosocial au centre de guidance infantile familiale. Les cas qui sont restés cachés, les familles règlent en silence, sont beaucoup plus nombreux que les cas que nous recevons. Les victimes qu'on reçoit, c'est 13-14 ans, mais on a des victimes quand même de bas âge, de 7, 6, 8 ans jusqu'à 10 ans. Si l'on en croit notre interlocutrice, ces viols ont légèrement baissé à Grand Yoff. Il y avait beaucoup de cas quand même qui nous provenaient de Grand Yoff. Par jour, on peut recevoir 3 à 4 cas par mois. Mais ces temps-ci, je n'ai pas beaucoup reçu de cas venant de Grand Yoff. On impute souvent ces cas d'agression sexuelle à des parents proches ou à des voisins. Généralement, ce sont des parents proches ou des personnes qui sont en tout cas dans l'entourage familial de l'enfant. Ça peut être un voisin, mais qui est très proche quand même. Presque 70% des enfants qu'on reçoit ici qui sont victimes de viols, les auteurs sont des personnes qui font partie de l'entourage. Ce qui n'est pas sans conséquence, ces viols laissent des séquelles chez les victimes. Stade de traumatisme, désarroi, sentiment de culpabilité, surtout des parents qui se disent qu'ils n'ont pas bien protégé les enfants. Et chez les petites, quand même, parfois, ils ont tendance à se refermer sur eux-mêmes. Tout ça, ça englobe le traumatisme qui suit juste après. Selon une enquête du Centre de guidance infantile familiale, ce phénomène qui inquiète plus dans la banlieue dakaroise est lié à la promiscuité. Le plus souvent, quand même, ça vient des banlieues. Il y a cette situation de proximité qui est là. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Les parents se lèvent le matin pour aller au boulot. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a un manque de surveillance au niveau des enfants. Le coordinateur de la maison de justice de Grand Yoff, lui, Lopi, revient sur les sanctions possibles qui attendent les fauteurs. On le qualifie de pédophilie si c'est un enfant. Là, c'est pour sanctionner davantage, ou de viol simple, ou de viol aggravé si c'est pratiqué sur une personne âgée, une personne malade, une personne déficiente. Les sanctions, c'est d'abord la sanction pénale, la sanction civile. Quand je parle de la sanction pénale, c'est l'emprisonnement, l'incarcération. La sanction civile, c'est la réparation, le dommage et intérêt que le juge peut attribuer à la victime en fonction également de l'ampleur du traumatisme subi. Donc pour les sanctions pénales, c'est un emprisonnement qui va de 1 à 5 ans et de 5 à 10 ans. La capitale du Fouladou a abrité les 14 et 15 mai dernier la 4e édition de l'Université de la décentralisation. Cet atelier, initié par le Cercle des communicants en décentralisation 2CD, vise à orienter les collectivités locales vers des pistes de sources génératrices de revenus pour faire face aux préoccupations de leur communauté. Ibrahima Etia, président de 2CD, que nous écoutons au micro de notre correspondant à Kolda, à Samba Seydi. Aujourd'hui, on est à Kolda, après Dakar, Kaolack et Saint-Louis. Donc Kolda qui abrite la 4e université de la décentralisation. Pourquoi Kolda? Parce qu'on s'est posé plusieurs questions. Aujourd'hui, vous êtes sans savoir que dans ce contexte de mise en œuvre de l'acte 3, le principal problème auquel sont confrontées les collectivités territoriales reste le problème du financement dans sa globalité, mais particulièrement
particulièrement la question de la mobilisation des ressources financières, des ressources propres des collectivités territoriales. C'est pourquoi nous avons donc choisi cette thématique et convié à cette rencontre des élus, des experts, des membres de la société civile, des journalistes, mais également des partenaires au développement pour échanger sur cette thématique parce que c'est une question qui est encore d'actualité, même si ça faisait partie quand même des problématiques qui ont été évoquées en 2013 par le président Macky Sall en lançant l'acte 3 de la décentralisation. Donc le constat est là, il n'y a pas d'évolution. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Si la situation continue, il y aura de ces communes qui vont certainement disparaître parce que ce qu'on a aujourd'hui au Sénégal comme transfert de l'État au niveau des collectivités territoriales, si ça continue, il y a de ces collectivités territoriales, surtout des communes qui vont disparaître parce qu'elles n'ont aucune source de revenus. C'est vrai que c'est des communes qui disposent des ressources, mais qui sont peut-être mal. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Bachir Kanouté, il n'y a pas de communes pauvres, raison pour laquelle on a posé le débat pour essayer d'avoir des pistes de solutions. Donc, au sortir de cette rencontre, il y aura un livret qui sera produit, des actes et l'ensemble des recommandations qui seront donc formulées ici donc, vont être contenues dans ce recueil-là. Et ça va être partagé avec l'ensemble des collectivités territoriales au Sénégal. Donc, ce qui va leur permettre d'avoir au moins des outils pour pouvoir mobiliser les ressources qui sont au sein de leur territoire. Religion à présent, 175 jeunes du diocèse de Ziguinchor sont attendus à Dakar pour la traditionnelle marche du pèlerinage marial de Popenguine autour du thème « Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur ». Cette marche a été initiée par Feu Pierre Faye, ancien commandant de l'armée sénégalaise en 1980. François Préra, responsable des jeunes marcheurs du diocèse de Ziguinchor que nous écoutons au micro de Eva Sagna. Nous serons au nombre de 175 avec nos jeunes frères de Ziguinchor qui habitent à Dakar, qui viennent nous rejoindre par Dakar. Donc cette année-ci, ici au niveau de Ziguinchor, il y a un nombre qui part, mais le total fait 175 qui partiront pour la marche de Ziguinchor pour Popenguine. D'année en année, les gens disent que c'est un peu difficile, mais aussi nous, ce que nous rencontrons au niveau de Dakar, on rencontre d'énormes difficultés. Vous voyez, nous qui faisons 400 et quelques kilomètres pour rejoindre Dakar et venir à Popenguine, vous voyez, les jeunes même, la participation de 18 000 francs, ce qui veut prendre les 18 000 francs, ça ne peut même pas couvrir les dépenses que nous faisons. Le thème de cette année-ci, c'est « Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur ». Ce pèlerinage, comme le thème l'indique, nous allons dire oui au Seigneur pour tout ce qu'il va nous dire. Donc là, je pense bien que Marie nous appelle afin que nous puissions quand même être des jeunes chrétiens, des jeunes modèles dans ce monde nouveau. Place maintenant à la rubrique culture présentée par Maïmounaba. Bienvenue à tous dans votre rubrique culture hebdomadaire de ce jeudi 17 mai 2018. Ziguinchor organise sa deuxième édition de la Biennale d'art contemporain qui se tient du 12 au 24 mai 2018. Cette deuxième édition a encore bénéficié du patronage de la gouvernance de la région de Ziguinchor, de l'accompagnement de l'ambassade de France et de l'Institut français avec la participation bien sûr de deux pays voisins qui sont la Gambie et la Guinée-Bissau. C'est un reportage que je vous propose de suivre. 12 artistes mobilisés, une variété de peintures, de sculptures exposées dans les hôtels, lieux d'exposition habituels, office du tourisme, mais aussi dans les quartiers. C'est la particularité de cette édition de la Biennale d'art contemporain of Casamance, 13e édition de la Biennale Dakar. Une occasion pour les initiateurs de rappeler l'importance de cette édition et de réitérer leur satisfaction. Il faut seulement faire un travail vraiment comme ce qu'on a fait de sélection, mais je pense que là, nous avons vraiment une expo contemporaine.
Donc pourquoi? Parce qu'on veut aussi faire vivre la Casamance. Moi je suis en Casamance et notre rôle est aussi que la Casamance puisse vivre aussi sa biennale comme Saint-Louis, comme Kaolack peut la vivre et que quelque part, ben oui, cette région quelque part aussi qui a été un peu coupée pendant 35 ans, on puisse dire que la Casamance revit, que la Casamance revient aussi dans la danse. Nous sommes très satisfaits du résultat. Bon, vous savez, on a tenu à faire participer les artistes gambiens et de la Guinée-Bissau. Parce que nous, au-delà de la biennale, on veut faire un échange culturel entre les peuples. Je pense que durant le panel, on a eu à parler de ça. Parce que nous avons la chance quand même d'avoir les mêmes peuples. Ça veut dire que les mêmes ethnies se trouvent dans les trois pays. Donc ça, c'est un avantage pour nous. C'est-à-dire c'est la culture. Donc nous nous basons de la culture pour quand même faire l'intégration de ces peuples-là. Donc c'est une forme d'échange culturel. Ce travail d'échange, de partage qui consiste à rappeler l'art au peuple, mais également à l'échange de culture, a été largement apprécié par l'ambassadeur de France. Cette deuxième biennale a un succès, je dirais, manifeste. Beaucoup d'artistes sont présents. J'ai rencontré les artistes, ils étaient présents, ils ont fait le déplacement. C'est des artistes qui sont, pour certains, très connus, qui exposent aussi en Chine ou à New York ou en Europe et qui nous ont fait l'honneur de participer à cet événement. Et je pense que voilà, ils étaient à la fois fiers de montrer leurs œuvres et aussi de participer à ce grand brassage culturel organisé ici à Ziguinchor. Rappelez que 3 pays, 2 frontières, un même socle socio-culturel et presque une même histoire. C'est tout l'intérêt des débats qui se tiendront tout au long de la célébration de cette biennale. On reste toujours sur cette biennale. À l'occasion de cette deuxième édition, le groupe Média du Sud s'est intéressé sur le travail d'un artiste plasticien. Lui, son travail consiste à redonner vie aux objets qu'il trouve au sol. C'est un reportage que je vous propose de suivre. Cet artiste, c'est Léopold Diatta. Il travaille dans l'art plastique, fait partie des exposants de cette deuxième édition de la Biennale d'art contemporain of Casamance. Un métier qui le fascine, une occasion pour lui de parler de son engagement pour cet art. Des sensations, des sensibilités qui vous prennent, qui vous motivent, qu'il faut extérioriser. Parce que vous vivez quand même dans un environnement. Donc cet environnement-là vous pousse à des réflexions négatives et positives. Et ça vous mène d'améliorer. Cette amélioration m'amène aussi à développer, surtout me lancer aussi sur ce côté-ci dont on parle beaucoup de ce plastique qui dérange l'environnement. Cette deuxième édition est largement appréciée par cet artiste. Un travail qui montre la valeur de l'art africain, même si ce secteur rencontre quelques difficultés. Il reste encore beaucoup d'améliorations puisque là on nous présente l'offre. Pourquoi pas des possibilités de se présenter au IN. La résolution plutôt qui a été trouvée d'exposer dans surtout le quartier de Koloban. On est aussi une initiative à vraiment saluer, permettre aux gens de s'y intéresser, savoir que c'est nous dans nous. Puis trouve bien des difficultés, l'art africain aujourd'hui. Si nous le cultivons, c'est nous qui le faisons. Si nous ne donnons pas aussi une valeur à celui-ci, je crois qu'on le laissera aussi entre les mains d'autrui. Cet adulte, tout comme les autres talents d'envergure internationale, cette deuxième édition de la Biennale d'art contemporain of Casamance reste un rendez-vous pour valoriser une fois de plus l'art africain. Voilà, c'est tout pour ce numéro. Je vous retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien. L'actualité internationale de ce jeudi 17 mai 2018 nous mène au Burundi et en Syrie.
Le président burundais Pierre Nkurunziza entend mettre en application son titre de guide suprême éternel. Jeudi 17 mai, le chef d'État au pouvoir depuis 2005 appelle la population de ce petit pays d'Afrique centrale à un référendum pour modifier la constitution. Une fois n'est pas coutume dans la région où les réformes constitutionnelles fleurissent, la nouvelle mouture prévoit de renforcer considérablement les prérogatives du chef de l'État et lui offre la possibilité de se présenter pour 2 septennats à partir de 2020, de quoi maintenir l'ancien chef rebelle de 54 ans au pouvoir jusqu'à 2034. La dernière zone tenue par les rebelles dans le centre de la Syrie a été récupérée par le gouvernement du président Bachar al-Assad selon la télévision d'État. La perte prive les combattants rebelles d'une route cruciale qui traverse la partie centrale du pays. C'est après que 66 000 personnes ont quitté la Ghouta orientale après une offensive féroce d'une semaine. L'acquisition de mercredi est une grande enclave située dans les villes de Hamas et Homs autour des villes de Rastan, Tal Bicep et Oula. Depuis le début de la guerre syrienne de 7 ans, 100 000 combattants rebelles et civils ont cédé du territoire en échange d'un passage sûr vers les zones d'opposition du nord. La seule autre zone encore ouverte par l'armée syrienne est le camp de réfugiés palestiniens de Yamouk au sud de Damascus. Ceci est actuellement détenu par les combattants de l'État islamique où sont censés ne pas se rendre. Les ministres arabes des Affaires étrangères tiennent jeudi au Caire une réunion extraordinaire qui portera sur l'agression israélienne contre le peuple palestinien, a annoncé mercredi l'organisation. Les forces israéliennes ont tué lundi près de 60 manifestants palestiniens et blessé 2500 autres le long de la frontière de Gaza. Ces protestations sont intervenues le jour de l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade des États-Unis en Israël. Mercredi, les délégués permanents de la Ligue arabe devaient tenir une réunion d'urgence pour discuter de cette initiative américaine qualifiée de violation claire du droit international par le secrétaire général de la Ligue arabe. La page des sports, c'est l'affaire de Mahfouz Kouyaté. Le match retard de la 17e journée devant opposer Union Sportive de Ouakam à Génération Foot est reporté pour défaut de service d'ordre. En basket, le Saint-Louis Basket Club a bien démarré les playoffs en dominant l'ASFA ce mercredi 68-62 pour le compte de la première journée. Après avoir perdu le premier carton 17-16, les Sambandars se sont ressaisis dans le deuxième. Ils ont même pu dépasser l'adversaire avant la pause. En football, quand des moins de 20 ans, à la fin de la rencontre Sénégal-Égypte, la chose la mieux partagée était sûrement le manque de justesse dans le jeu des jeux sénégalais. On constate que le coach Youssoupha Dabo a lui-même reconnu qu'il y aurait des choses à rectifier avant le match retour ce samedi au Caire. En conférence de presse d'après-match, tout en pointant du doigt le manque de temps pour la préparation afin de trouver les automatismes. Samedi prochain, pour le match retour, Dabo devra bien revoir le jeu à développer et surtout certains secteurs de son 11. Absent depuis 20 ans, le Maroc participera de nouveau au plus grand événement footballistique de la planète. Cette fois-ci, avec l'ambition d'aller au-delà des 8e de finale. Ce meilleur espoir réalisé en Coupe du Monde de 1986 au Mexique. En international, Antoine Griezmann a survolé mercredi la finale de la Ligue Europa, inscrivant un doublé lors du succès de l'Atlético Madrid face à Marseille. Un triomphe prometteur pour l'attaquant français à quelques semaines du mondial en Russie. C'est un Antoine Griezmann au sommet qui a porté son équipe lors de la finale de la Ligue Europa. L'attaquant français s'est révélé décisif et a offert la victoire à l'Atlético Madrid mercredi 16 mai face à Marseille 3-0 en inscrivant notamment 2 buts. L'Atlético Madrid, qui avait joué les finales de la Ligue des Champions en 2014 et 2016, repart cette fois avec un trophée européen. Cette finale aura très vite perdu de son intérêt côté marseillais après la sortie de Dimitri Payet, le maître à jouer lors du parcours européen des Fossins et qui risque de rater le rendez-vous russe. Antoine Griezmann prolongera lui sa saison avec la Coupe du Monde où il guidera l'équipe de France. À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse.
Bienvenue. Les quotidiens de ce jeudi continuent de traiter la mort mardi de l'étudiant Falloussène tué par balle lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avec notamment la sortie du procureur qui promet de boucler l'enquête d'ici à dimanche. L'AS reprend le procureur à sa une. L'enquête sera bouclée d'ici dimanche. Ibrahim Ndoye a toutefois apporté des précisions sur la compétence du parquet de Saint-Louis, soulignant que si l'enquête met en cause la gendarmerie, le tribunal de grande instance de Saint-Louis n'a pas compétence à engager des poursuites. Dans ce cas, une fois l'enquête bouclée, le dossier sera transféré au procureur de la République près du tribunal hors classe de Dakar qui va à son tour saisir le tribunal militaire, seul habilité à juger les gendarmes, militaires et sapeurs-pompiers. Dans le quotidien Enquête, le père de la victime se confie: ils ont tué mon fils, mon espoir. Ce que je peux dire de Fallou, c'est un fils qui était meilleur que moi. Il était un homme droit, il était très respecté et exécutait tous mes désirs sans broncher. Je faisais tant pour qu'il ne manque de rien. Lorsqu'il a obtenu le bac, il pouvait ne plus poursuivre ses études, mais il voulait simplement me faire plaisir. J'ai pu faire en sorte qu'il épouse une femme avec qui elle a eu un enfant. La dame est venue rejoindre le domicile conjugal il y a de cela 3 semaines, a-t-il ajouté. Mort de l'étudiant Falloussène à l'IGB, l'enquête bouclée dimanche renchérit Vox Populi. Macky Sall active l'IGE pour savoir les causes du retard des bourses Notlas. Lendemain de la mort de Falloussène, tir de barrage contre Macky Sall, titre le journal Le Quotidien. Les étudiants ferment le campus de l'IGB, rapporte toujours Le Quotidien. Sur ce, enquête dénonce l'opacité totale sur la gestion des bourses avec Macky Sall qui demande un audit de ce secteur suite au décès de Fallou. Sud Quotidien constate que l'ICAD est sous haute tension. Macky saisit l'IGE. Le Soleil annonce pour sa part que le chef de l'État a instruit mercredi en Conseil des ministres l'inspection générale d'État IGE d'auditer le système de paiement des bourses. Le président de la République a fait diligenter une mission de l'inspection générale d'État pour faire le point sur le système et les procédures de paiement des bourses d'études selon le communiqué du Conseil des ministres. Enquête s'interroge sur la gestion des bourses des étudiants et titre l'opacité totale. En 2012, le nouveau régime sous le sceau de la transparence et de la vertu avait commandé un audit pour nettoyer le système. 4 ans plus tard, le problème reste entier. Notre enquête. Parlons sport avec le journal Stade qui renseigne sur sa une que c'est aujourd'hui que le sélectionneur national Aliou Cissé publiera sa liste de 23 joueurs qui vont représenter le Sénégal à la Coupe du Monde Russie 2018, d'où son titre Cissé lâche ses guerriers. Snoulamb publie sur la volonté des lutteurs de faire quitter le CNG de l'arène et leur souhait de voir la suppression des sanctions financières. Promoteurs et coachs incendient les lutteurs. Selon ce journal qui cite Omar Diagne, on ne peut pas changer un règlement à travers la rue. Ils ne peuvent pas faire partir le CNG, écrit toujours le journal qui cite cette fois-ci Abdul Ahad. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.